On est tombé sur des groupes en fait où il y avait 233 000 membres. Des comptes exprès pour humilier, répertorier des nudes. Une fois que ces faits sont commis, eh bien le préjudice il dure toute la vie. Et même aller te déposer plainte, c'est un parcours de fou d'aller là-bas, de te pointer parce que tu te mets directement toi en danger. On a laissé quand même des jeunes femmes de 20 ans faire le travail qu'elles ne sont pas censées faire et que la police est censée faire. Quand on réalise un sujet comme ça, on découvre des choses un peu terrifiantes. On a du mal un peu à réaliser ces petites victoires, mais en tout cas on revient de très loin. Donc il y a de l'espoir. Le 19 juin dernier est sorti Affiche ton ex, une série en 5 épisodes qui raconte l'histoire d'une victime de revenge porn. Comment est-ce que des actes de violence sur internet sont avant tout des actes de violence dans le monde réel? Comment un collectif a fait sauter des groupes Telegram avec des dizaines voire des centaines de milliers de membres? Et pourquoi le terme de revenge porn ne veut rien dire? Pendant notre dernière soirée avec Vue, qui sont des soirées en public où on débat de sujets de société à partir d'émissions de France Culture avec une belle vue, on a posé toutes ces questions à Romain Weber et Constance Villanova qui ont écrit la série, à la réalisatrice de Affiche ton ex, Sophie Aude-Picon, à Bonnie Charles qui incarne Alma, le premier rôle de Affiche ton ex, et aux cofondatrices de Stop Ficha, Laura Pereira Diogo, Shanley Clément McLaren et Rachel Flore Prado. Merci beaucoup d'être avec nous. On est au 22e étage, c'est une deuxième édition de nos soirées avec Vue, durant lesquelles on part d'une série France Culture, que ce soit documentaire ou fiction, et on va parler des sujets de société qui touchent cette série avec celles et ceux qui font ce sujet de société, qu'ils vivent et qu'ils racontent. Ouais, Alma, tu dors? plus maintenant du coup. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? De quoi? Ok. C'est chaud. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Va sur Snap, s'il te plaît. Mais d'où j'ai toutes ces notifs là? Va falloir que tu t'accroches. Alex, il a mis tes nudes sur Snap. Alex a balancé tes photos. Alma, je suis là, ok? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. T'inquiète, faut juste que tu l'appelles. J'ai chaud. Écoute-moi. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Et il fait trop chaud ici. Putain, je brûle. Alma, écoute-moi. Comment il a pu me faire ça? Écoute-moi, écoute-moi. Il y a les 3 photos, ok? Et il y a ta tête. Mais c'est pas possible, comment il a pu me faire ça? Constance, toi, tu as fait une enquête à l'origine pour construire cette fiction. Romain, tu as écrit une histoire de fiction autour de ça. Comment est-ce qu'on passe d'une enquête à la fiction? Pourquoi avoir fait d'Alma une lycéenne qui vit au Havre? Quand on a rencontré Rachel, donc qui est au bout de la table, avocate de Stop Ficha, il y a eu une histoire qu'elle nous a racontée qui se passait au Havre. En fait, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, mais il y a beaucoup de choses qui ramènent au Havre dans cette histoire-là. Et il y a un truc qui se passe pendant le confinement qui est terrible, c'est qu'il y a une petite qui s'appelle Élise et qui se suicide à 16 ans parce qu'elle est victime de cyberharcèlement. Et je me suis dit que, ça c'est la réalité, hein, et je me suis dit que dans cette fiction-là, ce serait intéressant que les personnages principaux vivent au Havre et puissent se reconnaître dans ce vrai truc-là. Et puis il y a aussi un tout petit truc, c'est que c'est tellement difficile à entendre comme sujet, c'est tellement lourd que je me suis dit que si on avait un peu la mer et une ouverture au monde, peut-être que ça allégerait un peu les trucs. La corne de brume. Voilà, la corne de brume. Cette fiction-là, en particulier, elle pose 2 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on parle de l'intime et comment est-ce qu'on travaille sur des choses, des scènes où on a tout de suite des images qui nous viennent, c'est-à-dire quand elle doit prendre des selfies parce que quelqu'un l'a fait chanter. Donc elle est toute seule, elle prend des photos. Comment est-ce qu'on est au plus près d'elle en faisant sentir là où elle est, comment elle se sent. Alors il y a la voix intérieure, il y avait une voix intérieure qui était écrite, mais voilà, comment est-ce qu'on met l'auditeur en fait au plus proche de l'intériorité du personnage. Ça c'est la première chose. Et le deuxième problème, c'était comment est-ce qu'on travaille avec les moyens de communication d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils s'envoient des snaps, ils s'envoient tout est écrit en fait, il y a des messages, tout est lu, tout est écrit, tout est lu. Donc il fallait trouver une façon pour que ce soit pas trop lourd, que ce soit dynamique, que ce soit juste et que ça se réponde comme du dialogue alors que c'est pas du dialogue. Voilà. Donc après, comment on fait? On travaille à partir de ça pour que ça soit vivant. On dirige les acteurs, on leur parle beaucoup, on leur parle même dans le casque. Pour les scènes où on a réussi à travailler, on avait un dispositif qui était formidable, où Bonnie, en fait, elle était elle m'avait dans les oreilles et moi, je lisais les voix intérieures dans la tête et je lui disais, là, il faut que tu fasses ci, là, il faut que tu fasses ça. Donc elle n'était pas sur le texte, elle était juste dans la sensation que je lui demandais de reproduire pour le spectateur, l'auditeur, pardon. Mais je pense que vous avez tous des images quand vous l'écoutez, en fait. C'est pour ça, en fait, que ça marche. Mais qui était qu'il y avait besoin de réaction, de respiration, de tension, et tout passe par le souffle. Et ça, c'est la magie de la radio. C'est-à-dire que vraiment, avec juste de la respiration et des petits arrêts et
des petits gloops comme ça, des toutes petites choses qu'elle faisait en réagissant à ce que je lui proposais. En fait, on arrive à être dans son intimité à elle, en fait, je crois. Bonnie, comment est-ce qu'on incarne une lycéenne? Comment tu as construit ce personnage dans ton jeu? Alors déjà, ça fait un petit bout de temps que je suis plus lycéenne, mais en tant que femme, même si moi je n'étais pas de la génération où c'était autant sur les réseaux, Snap, tout ça, moi j'ai connu les débuts de ça. Mais en tant que femme, de mon récit à moi, de mon histoire à moi, sur le rapport des hommes par rapport au corps, c'est quelque chose qui est assez inné. En tant que femme, on y est toutes, on a toutes des récits d'amis, le nôtre, et ça suffit pour pouvoir tout de suite plonger à l'intérieur de cette histoire. Et c'était tellement aussi bien écrit et bien mené comme enquête que tout de suite, c'est ce qu'on s'est dit pendant la lecture, ça fait sens, quoi. Et Sophie Aude, comme elle vient de me le dire, elle nous guidait pendant tout le long, elle me guidait vraiment pendant toutes les prises, et c'était vraiment immersif pour moi. Je lâchais le texte et j'étais vraiment juste dans l'écoute aussi de sa voix à elle et de cette parole de jeune femme qui résonnait très fort avec moi. Être un mec devant ces témoignages-là, il y a une responsabilité peut-être un peu différente. Et en vrai, heureusement que Constance était là parce que. Je suis sa caution. Hein. Oui, non. C'est pas une histoire de caution. Je pense que c'est une histoire de compréhension des choses. Et donc la réflexion et la sensibilité à tout ce que Laura et toutes les autres de Stop Ficha et Anna, Ajar qui sont là, Chandler, Rachel et les autres personnes, notamment victimes, qui nous ont raconté des choses super dures. En fait, on l'a digéré, tout ça, on l'a digéré à deux, quoi. Et donc que Constance était là à côté et qu'on réfléchisse et qu'on discute à longueur, enfin toujours en sortant des entretiens. Bon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, ça a fait que quand même, j'étais pas tout seul à comprendre ce truc-là. Mine de rien, même si je suis pas une femme, je suis aussi de cette génération et je suis d'une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux qui se sont développés. Et Facebook est né, moi j'avais 14 ans et on a tous connu des trucs comme ça, enfin, des histoires de divulgation de photos intimes comme ça, qu'on soit mec ou fille. On en a tous connus. Et donc moi, je me souviens d'histoires au lycée, je me souviens d'histoires après. Et évidemment que j'ai pas la même sensibilité que les gens qui l'ont subi. Mais par contre, ça m'a révolté d'une autre façon aussi. Et je pense que ça m'a beaucoup touché quand même. Constance, comment est-ce que tu as mené l'enquête? Et comment est-ce que tu as observé la narration se construire? C'était la première fois qu'on adaptait vraiment un travail d'enquête et qu'on en faisait une fiction. Et moi, ma plus grosse peur à chaque fois quand je travaille sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets récurrents, la question des réseaux sociaux et des violences sexistes et sexuelles, c'est qu'on identifie les victimes. Et donc, il y avait vraiment, moi, cette peur chez moi permanente que le texte... qu'on puisse identifier via cette fiction des jeunes femmes qui voulaient pas être identifiées. Donc ça, j'étais assez vigilante là-dessus. Initialement, on avait été contactés par Christophe Barrère parce que Romain et moi, on travaille à Affaires Sensibles, qui est une émission de France Inter, et on voulait écrire une fiction. Il nous a proposé de bosser sur une fiction. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux cyberviolences et j'avais enquêté sur les streameuses, donc ces jeunes femmes qui se faisaient harceler en permanence et qui devaient mettre en place des stratégies d'évitement pour le harcèlement, donc pas mettre de décolleté, c'était beaucoup d'autocensure, etc. Et en fait, les réactions à cet article que j'avais écrit pour Le Monde, c'était elles avaient qu'à pas se montrer. Et en fait, il y a toujours ces réactions-là de type elle l'a bien cherché, mais que je trouve complètement exacerbée via l'anonymat des internautes. Et donc de là, on a cherché peut-être un autre sujet et on est tombé sur Stop Ficha et les filles de Stop Ficha sont adorables et on a pu échanger, on s'est rencontrés, on a eu beaucoup d'aide, on a fait aussi relire la fiction par les personnes concernées. Voilà, mais oui, ça a été beaucoup de rendez-vous et ça a été une grosse enquête, on a mis du temps. La quarantaine, vous pensez que ça va changer quoi aux violences faites aux femmes? Déjà, les violences conjugales, ça va être chaud. Et en même temps, les agresseurs, ils auront plus la rue. Ouais, mais la question c'est, s'ils ont plus la rue, qu'est-ce qu'il leur reste? Et qu'est-ce qu'il leur reste? Internet. Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils trouveront. Pour agresser les meufs, ils trouvent toujours. Ouais, et il y a moyen que ce soit hardcore. On est donc à la veille du confinement. On est au premier jour de Stop Ficha. Est-ce que Laura, est-ce que tu peux peut-être raconter cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On entend les premiers pas de Stop Ficha dans la fiction, mais à ce moment-là, Stop Ficha n'existe pas du tout. On est vraiment le 16 mai 2020.
À ce moment-là, vous, en tant que... Là, on parle pas, on sort de la fiction, mais vous, dans la vie réelle, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suivais Shanley sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que j'ai vu passer donc le hashtag StopFicha avec du coup déroulé de ce qui se passait, des fichas, donc le verlan d'affiches, voilà, des comptes exprès pour humilier, répertorier des nudes, voilà, par département, par ville, etc. Et donc là, suivant sur les réseaux sociaux, comme d'autres aussi qui ont vu passer le tweet, en fait, on a contacté Shanley en disant bah ok, voilà. On a vu ton alerte, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise? Et en fait, c'est parti comme ça, en initiative de... on tombe sur ce tweet et on y va, on demande, on commence à constituer des groupes, à réfléchir à une tribune, à comment on fait les signalements. On n'a pas de réponse et donc on commence à nous dire bon bah ok, maintenant signaler tel compte, où on faisait une liste de comptes, voilà, de fichas. Et on y allait à plusieurs dizaines, centaines parfois aussi, pour essayer de mettre un gros red flag sur un compte avec plusieurs signalements pour essayer qu'il se fasse supprimer, quoi. C'est parti. Il y en a un qui dit « Yo les frères, comme tous les jours, vos petites douceurs. » Ça nous tue de nude ce soir, ça régale. Bon appétit, les refs. Je suis choquée, je reconnais des meufs de partout. La chasse du jour, ça fait plaisir, j'avais la dalle. Alors, tous les nudes 54 signalés. Revanche 79 signalés. Fille de Rennes signalée. Putain, sur Balance ton ex Lille, ils affichent une fille, elle a 15 ans, genre. Ça commence à réagir sur les comptes, ils voient qu'on signale. Ouais, je vois ça. T'en as un qui dit « Ça nous attaque, les frérots ». Putain, c'est qui casse les couilles? Ils nous ont vus, ils disent « Trop de signalements, c'est chaud ». Repli sur les comptes backup, vous avez les liens. Il y a tous les nudes 54 qui se barrent sur les comptes backup. Laure, tu gères? Yes, je suis dessus. Les raids, en fait, comment ça s'est créé? En fait, c'était vraiment au tout début du confinement. Donc, à la base, les comptes fichas, ils étaient sur Snapchat principalement, sur Instagram aussi. Et puis, en fait, on a tellement fait pression sur les plateformes pour qu'ils puissent retirer les contenus et surtout modérer. Et en fait, on a interpellé le gouvernement tout entier. Après, à ce moment-là, en fait, il y a eu des réactions des pouvoirs publics. Et en fait, c'est les réactions des pouvoirs publics qui ont entraîné les plateformes comme Snapchat ou Instagram à commencer à modérer. Sauf qu'à partir de là, les comptes, ils ont commencé à migrer vers d'autres plateformes comme Telegram. Et genre, c'est vraiment sur Telegram où c'est... En fait, déjà, c'était parti en cacahuète à la base, mais alors sur Telegram, c'est parti dans une dimension mais totalement différente et où en fait là on est tombé sur des groupes en fait où il y avait des centaines de milliers de personnes et je m'en souviens notamment d'un gros groupe sur Telegram qui s'appelait Dossier et qui avait 233 000 membres et qui affichait quotidiennement les nudes de filles et de femmes sans leur consentement. Donc en fait là il y avait un mélange de communautés, il y avait à la fois les mecs à la base qui étaient présents sur Snapchat, qui avaient créé un compte qui s'appelait Ficha78 et qui affichait les nudes des filles de leur établissement scolaire, aux mecs en fait, aux pédocriminels qui traînent sur Telegram. Comme on sait, Telegram est un nid à tout ce genre de personnes. Donc du coup, c'est là où c'est devenu particulièrement dangereux. Et en fait, Telegram ne modérait tout simplement pas. Si Snap, etc., ils ont commencé à modérer, Telegram, c'était mort. Et donc du coup, à partir de là, on a créé un système RAID numérique. On se donnait une date, une heure. Donc par exemple, là, on se donne rendez-vous ce soir, il est quelle heure? 20h07 à 20h30, là, tout le monde dans la pièce, on se réunit. On a 3 canaux sur Telegram, on va les signaler massivement. Et en fait, il y a un soir où on avait visé ce groupe-là, Dossier, et on était 400 personnes. On avait rassemblé 400 personnes en France. Et on leur a dit, OK, ce soir-là, 20h30, on va signaler le compte. Et il y en avait 2 autres aussi. Et finalement, ça a marché, puisque quelques heures après, les groupes se sont supprimés. Mais du coup, il a fallu en fait, que l'on crée ce genre d'outils pour qu'on puisse se défendre. Et là, on parle de meufs qui ont 20 ans, quoi. En fait, c'est la première fois qu'on écoute les extraits. Justement, garder un petit peu, on se préservait pour ce moment-là. Et donc là, en tout cas, je pense que ça nous a fait rire là autour. Et les meufs de Stop Ficha là aussi, parce qu'en fait, on se reconnaît dedans. Et en fait, je m'en souviens, on s'organisait sur Discord. Et en fait, sur Discord, on avait un channel qui s'appelait Autour du feu. Donc en fait, vraiment, on se réunit autour du feu. Et en fait, c'était vraiment l'endroit où on débriefait un petit peu pour décharger toute la charge émotionnelle qu'on venait d'avoir. Mais en tout cas, avant, à la base, on s'était organisé. Enfin, c'était un vrai travail de coordination. C'est-à-dire que on était en live sur Discord. On était en mode, OK, là, le compte, c'est bon. Les 400 se sont infiltrés dans le compte. On a tout signalé. On voit que les 400 sont en train de ressortir du compte. Parce qu'en fait, avant ça, on a créé tout un protocole sur, en fait,
comment télécharger l'application Telegram. Genre à partir de Google Store, App Store, je sais pas quoi. Comment se créer un compte sur Telegram. Attention, quand tu te crées ton compte sur Telegram, il faut pas mettre ton numéro de téléphone. Voici comment le dissimuler. Bref, on a créé tout ce tuto et sur comment signaler, etc. Parce que finalement, en fait, t'as un peu la responsabilité des 400 personnes, en fait, de l'armée, en fait, que tu prépares. Donc c'était vraiment une bataille. Et ouais, franchement, c'était très drôle. L'idée du commando, l'idée de la chasse, tout ça, c'était hyper présent. Donc ça, vraiment, je pense que c'était très clair. Il y avait pas de question là-dessus. C'était le mode d'attaque était très très bien écrit. Par contre, il y a une chose dont je me suis rendu compte en fait très tard dans la préparation, c'est que en fait, tu avais écrit H1, H2, H3. Que c'était les noms. En fait, il a attribué les réflexions horribles. En fait, il y avait les voix des mecs qui se parlaient entre eux sur le chat. Et en fait, je l'ai lu comme ça pendant longtemps en fait, jusqu'au moment où je me suis dit, bah en fait non. Ça peut pas être les voix des mecs, c'est forcément les filles qui vont devoir lire tout ça, parce que c'est elles qui lisent sur les écrans, c'est des choses qui sont écrites. Et là, il y avait un moment où j'ai fait vloup, et je me suis dit, il faut arriver à faire en sorte qu'on comprenne et qu'on entende que ce sont elles qui lisent. Donc on a rajouté des toutes petites béquilles, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a posé un autre problème qui est, mais ça veut dire qu'on n'aura que ces choses-là dites par des voix de femmes, et ça m'a beaucoup dérangée. Et donc, pour compenser cette chose-là, donc qui nous reste dans l'humeur de la chasse et tout ça, j'espère avoir retranscrit un peu le climat. On avait de la musique pour nous aider aussi, ça vous aviez pas, mais parce qu'elles sont toutes derrière leurs écrans d'ordinateur en fait, les filles. Donc il fallait les réunir avec quelque chose qui les embarque et qui raconte aussi le rythme de cette chose-là et la violence qu'elles se prennent dans la gueule. Et comment est-ce qu'on pouvait faire pour arriver à un moment à faire quand même entendre que c'était des mecs qui écrivaient. Et donc là, on a eu l'idée de faire que ce soit des voix dans la tête de Bonnie, que tous ces textes-là, toutes ces petites phrases-là, toutes ces choses affreuses, ce sont des choses qu'elle lit parce qu'elle vient participer à Snapchat et qu'on les avait enregistrées quand même avec des voix d'hommes. Et en fait, on les entend réverbérer quand elle réfléchit, quand elle se pose, quand elle sait plus où elle en est, quand elle est un peu perdue, et que ça lui revient dans la tête comme ça nous revient dans la tête des événements, des moments de la journée ou des choses comme ça, qui se bousculent. Et c'était un moyen quand même de faire entendre que c'était des hommes qui écrivaient ça. Voilà. Et je me permets, ce qui est hyper bien avec cette scène et de l'avoir mis aussi dans la voix de Bonnie, c'est que quand, il faut le rappeler, donc Chanel, tu l'as dit, vous aviez la vingtaine et on a laissé quand même des jeunes femmes de 20 ans faire le travail qu'elles ne sont pas censées faire et que la police est censée faire. Et ensuite, ça a un impact de travailler dans ce genre d'association, ça a un impact de voir ces images, même quand on n'est pas victime, ça a un impact de lire des discours aussi violents. Donc voilà, je voulais vous dire chapeau quand même, parce que c'est très très violent. Ouais. Mais en vrai, j'en ai marre qu'on dise revenge porn. Enfin, c'est une revanche sur quoi en fait? Ouais, juste le fait qu'on dise revenge, ça fait penser qu'à la base, c'est la femme qui a fait une faute. Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi on dit ça? Faut plus dire ça en fait. On devrait dire divulgation non consentie de contenu à caractère sexuel. C'est chaud un peu quand même. Attends, ça donnerait DNCCCS. Ouais bon, on y pense. Revenge porn, d'abord, on va peut-être essayer de le traduire. Ça veut dire vengeance pornographique. Et c'est un terme qui ne décrit absolument pas la réalité du phénomène contre lequel nous nous sommes réunis pour lutter, à savoir le cybersexisme, les cyberviolences sexistes et sexuelles. Ce terme, donc revenge porn, vengeance pornographique, il a deux problèmes. Le problème, c'est la notion de vengeance. On se venge de quelque chose de mal. Ça place la faute originelle sur la personne finalement qui est victime de la diffusion des images. Et ensuite, c'est la notion de pornographie parce que il s'agit d'images intimes qui ne sont pas nécessairement pornographique. Et donc, en réalité, ça biaise, ça donne une idée fausse de ce que sont les cyberviolences sexistes et sexuelles, de ce qu'est la divulgation non consentie de contenu à caractère sexuel. Et j'ai bien conscience que ce terme, en réalité, il est un peu long et complexe et peut-être un peu moins sexy. Et pourtant, c'est ça la vérité, c'est qu'en fait, ce ne sont pas que des histoires d'ex qui se vengent de rupture. Ça peut être des histoires d'anciennes amies qui diffusent des photos qu'elles avaient en leur possession. Ça peut être des histoires de piratage. Ça peut être des histoires de chantage pour obtenir la photo qui est suivie parfois de mise à exécution. Et donc, en réalité, la notion de revenge porn qui limite ce phénomène à un ex qui se vengerait d'une rupture est fausse, erronée, et en ce qu'elle était fausse et erronée, elle nous empêche d'appréhender ces cyberviolences sexistes et sexuelles dans leur réalité et donc dans leur diversité. Et c'est pour ça qu'on a fait ce combat sémantique, d'essayer de mettre ce mot à l'écart. Alors, on n'a pas fini le combat, on en a bien conscience. Et l'autre, enfin, écueil de ce terme, c'est l'anglais.
En fait, le fait que beaucoup de ces mots qui soient liés aux cyberviolences soient en anglais, ça contribue au phénomène de dire « Ah, c'est un truc qui concerne une génération de jeunes hyper présente sur les réseaux sociaux et qui ne serait pas un véritable problème de société, un véritable enjeu de santé publique. » Le fait que ce ne serait pas un sujet grave, tout simplement. Et je crois qu'un des grands atouts de cette fiction, et je vous suis très reconnaissante de l'avoir fait, c'est qu'elle permet vraiment de se mettre dans la peau de la victime et de comprendre qu'en fait, on parle là de faits qui sont gravissimes. Quand on entendait le premier extrait, quand on voyait sa crainte, sa réaction, je pense qu'on s'est toutes et tous mis à sa place et qu'on a toutes et tous imaginé comment on aurait vécu cette situation-là. On a bien vu à quel point ça aurait pu nous faire tomber très très bas. Et donc, je vous en remercie parce que peut-être qu'un de nos premiers combats en 2020, c'était de faire prendre conscience de la gravité de ces faits. Parce qu'à l'époque, la notion de cybersexisme, la notion de cyberviolence sexiste et sexuelle, franchement, les gens ne savaient pas trop de quoi on parlait et comprenaient pas trop que c'était un sujet grave et même un sujet qui concerne tout le monde et pas seulement les jeunes. Et je crois qu'en réalité, si on a peut-être une victoire, c'est qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, eh bien, oui, ce sujet est traité avec davantage de gravité. Et oui, aujourd'hui, France Culture dédie une série fiction entière à cette problématique et je vous en remercie. Mais merci beaucoup. Juste peut-être un point juridique sur le revenge porn. C'est un délit qui est condamné par la loi. Depuis quand et de combien? Quelle est la peine? Alors, qui divulgue les photos? C'est un délit qui sanctionne le fait de diffuser sans le consentement de la personne qui apparaît sur les images des images à caractère sexuel. Donc chaque personne qui diffuse ces images sans le consentement commet un délit et peu importe en réalité si la personne qui figure sur les images était d'accord pour prendre la photo. Ça n'a pas d'importance pour caractériser le délit. C'est un délit qui existe en France depuis 2016, qui est sanctionné de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende si la victime est mineure et de 10 ans d'emprisonnement si la victime est une personne... Non, si la victime est majeure, c'est moins, et si la victime est mineure, c'est plus. Voilà, je m'emmène les pinceaux. Puis je reçois un message sur Snap. Et vu le nom, je me dis que c'est pas bon. Il s'appelle Safari. J'ai l'impression que mes organes tombent de 3 étages. Et Safari me dit « Yo, j'ai tes photos. Je voudrais que tu sois gentil et que tu m'envoies d'autres trucs. Je te donne ma liste. 1. Un gros plan sur tes ins. 2. Un plan où t'es allongé et où tu te cambres pour montrer ton cul. 3. Une vidéo où tu te touches. Bien sûr, tu peux décider de ne pas être gentil. Dans ce cas, je mettrai les photos que j'ai sur Affiche ta pute. Pour imaginer la situation, je dirais que je suis un chasseur et toi une gazelle. Je t'ai attrapé, tu es à terre et j'ai mon fusil entre tes yeux. D'un geste de mon doigt, tu n'existes plus. En effet, il y a aussi toute cette partie finalement avant la diffusion, quand il est question de chantage, de menaces. Et nous, ça a été un point très cristallisant aussi. En fait, nous, maintenant, on sait à peu près comment essayer de faire supprimer les contenus. Mais du coup, quand on en est à la phase d'avant, disons, du chantage et des menaces, en fait, comment on fait? Parce qu'on n'a rien à faire supprimer. Les plateformes, en fait, elles nous disent, comme c'est des messages en privé et pas des messages en commentaire d'une publication, en fait, non, on peut pas faire sauter le compte parce que c'est dans des conversations privées, c'est une autre forme de modération aussi. Donc, comme ça reste dans le cadre privé, voilà, déjà, c'est pas trop notre problème en plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'heures finalement, des dizaines, milliers d'heures désormais, aussi à être en lien avec les personnes victimes et témoins pour essayer en fait de à la fois apporter du soutien et à la fois tu sais que tout ce que tu pourras dire finalement ça aura jamais assez de poids de la situation que tu es en train de vivre et qu'on entendait aussi de menaces et de chantage où en fait juste t'es bloqué et puis en fait c'est ce dilemme de est-ce que je renvoie et du coup, peut-être que ça va faire arrêter les choses, ça arrive. Mais est-ce que aussi je bloque tout de suite et peut-être ça peut s'arrêter là aussi. Et en fait, c'est que d'une situation à l'autre, on ne peut pas anticiper le fait que la personne elle va vraiment diffuser ou pas. Et donc, c'est très compliqué parce que nous, on va dire, voilà, en vrai, le mieux, ça reste quand même à notre sens de signaler le compte et bloquer, mais que pour autant, ça peut aussi avoir des conséquences derrière de diffusion et autres. Et voilà. Et du coup, c'est aussi très individuel comme situation, même s'il y a des dynamiques générales, en effet.
Et en fait, même en répondant aux attentes du coup des menaces, du chantage, en fait, ça peut continuer et aller aussi même du coup lié avec la vie physique en fait maintenant ça va plus être que des nudes, on va devoir se rencontrer et ça peut prendre comme ça des myriades de possibilités en fait. Dans chaque situation, ce sera totalement différent, quoi. D'accord. Donc on a 1, 2, 3 photos. Il y en a d'autres ? Non. Mais François, tu leur craches ta fumée dessus, là. Ah, pardon. Mais, juste... tu trouves ça excitant d'envoyer ça ? Pardon ? Non, je dis, tu trouves ça excitant ? Tu crois que c'est sexy ? À qui vous parlez ? À Inès. Tu trouves ça excitant ? C'est lui qui voulait. Et donc, quand on te demande un truc, tu le fais ? Je sais pas. Tu veux voir, Mélanie ? Non, François, je veux pas voir, non. Bon, écoutez, mademoiselle Hamdani, moi je sais pas si ça vaut le coup que je mette ça dans le dossier, vos photos, là. Hein ? Si ça va au tribunal, j'ai peur qu'elle dégoûte les juges. C'est pour vous que je dis ça. Mais quoi ? Ok, je peux partir, Alma, s'il te plaît. Non, on reste. Bon, déjà, dans un premier temps, j'ai une question sur la vapoteuse. Et le sens de la vapoteuse dans la scène de commissariat. C'est dramaturgique. Thomas, c'est dramaturgique. Alors pourquoi une vapoteuse ? C'est vachement bien cette vapoteuse. Elle était écrite. Au début, je me suis dit, est-ce qu'on la garde pas ? Et en fait, c'est génial parce que d'abord, c'est un instrument de gêne et de puissance qu'il exerce contre elle. C'est-à-dire qu'il balance sa fumée de vapoteuse dans la gueule à tout le monde. Donc, jusqu'au moment où on lui dit d'arrêter. Donc, c'est vachement bien. Et puis aussi parce que ça rythme, ça lui donne une présence. Même des fois, quand il parle plus, on le sent quand même. Il est toujours là, en fait. C'est le flic auquel on voudrait ne pas avoir affaire. Bon, alors c'est un super comédien qui le joue, mais quand même, c'est le flic qu'on voudrait pas avoir. Et ce que je trouve génial dans la façon dont vous avez écrit la scène, c'est que vous dites, que c'est pas grave, même s'il y a des gens comme ça à qui on est confronté, il faut rester. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre votre déposition, parce qu'ils sont obligés de le faire. Et donc, quand on connaît son droit, qu'on connaît son bon droit, et qu'on a un petit peu même le courage, ou qu'on est accompagné, parce que là, en l'occurrence, elle est accompagnée, parce que c'est sa copine qui va porter plainte avec elle, parce qu'elle peut pas porter plainte parce qu'elle est mineure. Et donc, il faut qu'elle soit accompagnée par un adulte, mais évidemment, elle peut pas en parler à ses parents. Donc, on est dans cette situation-là et je trouve qu'on a plein de petites clés qui sont données, en fait, qui travaillent beaucoup sur l'empathie. À chaque moment, je trouve que ce que vous avez fait dans l'écriture, c'est vraiment très fort parce que je crois que ça nous met toujours à l'endroit où c'est sur le fil, quoi. C'est vraiment sur le fil, mais on est toujours du côté de la victime, de l'intérieur, de l'intime. Constance, tu voulais rajouter quelque chose ou Laura ? Non, c'était important de parler de ça parce que, moi, ça fait partie des enquêtes que j'ai pu mener sur le mauvais accueil des victimes de violences sexuelles et sexistes en général par la police. J'avais fondé un collectif à ce sujet-là parce que ça m'est arrivé de déposer une main courante et d'être très mal reçue. Et j'étais assez équipée, je suis journaliste, je connais mes droits et je pense que c'est une des pires expériences qu'on puisse avoir. Et il faut rappeler qu'à partir du moment où le premier maillon de la chaîne vers la plainte, il ne marche pas, à savoir, vers la plainte, vers le procès, vers le jugement, à savoir porter plainte, ça ne marche pas, il y a un problème. Et donc c'était très important pour moi, et de toute façon on avait entendu des témoignages aussi similaires, qu'il y ait ce dépôt de plainte qui se passe pas forcément bien avec ce flic-là, parce que c'est la réalité pour beaucoup de jeunes femmes et pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Et sur la vapoteuse, parce que c'est quand même un des personnages principaux de la série. En fait, tout connement, ce flic, évidemment, il apparaît pas avant et il apparaît pas après non plus cette scène. Il est là, juste là, et en fait, dans un truc, il faut aller très vite. Et donc, faut trouver quelques petits machins qui caractérisent les gens. Ce mec, autant j'ai essayé de faire un peu dans la nuance dans les autres personnages, autant là, il fallait que ce soit vraiment un con. La vapoteuse va hyper bien avec ce trait de caractère. Et puis, ouais, il fallait vraiment que ce soit un gros connard. Et puis, aussi, l'idée quand même d'une série audio comme ça, c'est de créer des images. Et en plus, si on peut créer des odeurs, c'est trop bien. Et donc, je pense qu'on l'a tous. C'était goût caramel en plus. Je le dis après parce que voilà. Il y a un petit mélange. Il y a un débrief de cette scène-là, par Alma et Inès, qui disent j'ai encore dans le nez son odeur de caramel pourri là. Et voilà, il fallait que ce soit un énorme connard et la vapoteuse c'était parfait pour ça. Elle sent le café froid aussi un peu cette scène. Et ensuite sur cette scène-là, au-delà de la blague, c'est Shanley. C'était toi qui nous l'avais raconté.
où tu étais allé en fait accompagner une fille qui avait, je crois, 16 ou 17 ans à l'époque, et qui nous avait aussi raconté la scène avec Constance. Et en fait, honnêtement, ce que vous nous avez raconté était encore plus hardcore que la scène qu'on a écrite là dans la série. Je vais peut-être raconter ce qui s'est passé dans le commissariat. Après, je te laisserai la parole, Rachel Force, tu vas en parler sur le côté vraiment accompagnement des victimes au commissariat et tout. Mais en fait, nous, en fait, déjà, quand on vient déposer plainte en tant que victime, on dit aux victimes de s'armer. Tu vois, Constance, tu le disais, toi, tu as le background, tu connais tes droits, etc. En fait, les gens aujourd'hui, ils connaissent pas leurs droits. Genre en mode, il y a un flic qui refuse ta plainte, mais en fait, tu as le droit de prendre son matricule, de report après. Tu vois, genre il y a plein de trucs comme ça qu'en fait, les gens, les Français de tous les jours, ne savent pas en fait. Et même aller te déposer plainte, c'est un parcours de fou, d'aller là-bas, de te pointer, parce que tu te mets directement toi en danger. Imagine, je porte plainte, ok, ça c'est après, mais après je vais prendre encore plus cher. Donc en fait, en allant déposer plainte, tu t'exposes à plus de risques aujourd'hui. Et avec des images de toi nue. C'est ça. C'est ça. Et donc ça s'applique pour tous les cas, que ce soit violence conjugale, ton ex il découvre que tu as déposé plainte contre toi, c'est fini, contre lui, c'est fini. Mais ça s'applique aussi pour les cas de cyberviolence, sexité sexuelle. Et donc du coup, pour ce cas-là, en fait, c'était une victime que on accompagnait avec l'asso depuis un petit bout de temps, et plus précisément depuis le début du confinement. Elle avait été victime d'un compte Ficha, je crois que c'était Ficha 93. Et en fait, cette victime, on va l'appeler Léa. Mais en fait, Léa, elle nous avait contacté très tôt. Elle nous avait dit, voilà, je suis victime de ce compte, je sais pas quoi faire, je suis en panique. Il y a mes contenus intimes qui sont diffusés. J'ai vu les contenus intimes, je m'en souviens encore aujourd'hui, pour vous dire à quel point c'est traumatisant, en fait. Et genre 5 ans après, je sais exactement à quoi ça ressemble, pour vous dire, en fait, que c'est réellement traumatisant pour moi en tant que témoin. Alors, en tant que victime, je peux même pas vous dire ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, on a fait fermer un compte, et puis après, il y en a un deuxième qui s'est créé. Le deuxième, c'était Ficha, je sais plus, Marseille. Elle s'est retrouvée dessus alors qu'elle est même pas de Marseille. Et après, en fait, juste, ça s'est pas arrêté. Et ça a duré peut-être 3 ans. En fait, 3 ans, elle s'est retrouvée à changer d'établissement scolaire. Sauf que dans son nouveau bahut qui était éloigné du premier, en fait, les gens ont quand même su. Donc, elle a été retrouvée. Après, elle a décroché au niveau scolaire. Ça a eu un impact sur ses études. Ça a eu un impact sur sa carrière professionnelle. Et du coup, en fait, sur toute sa vie. Parce qu'il y a un impact social, intime, sexuel, économique, qui touche absolument tous les pans de ta vie. Et donc, il y a un moment où je lui ai dit, écoute, il faut qu'on aille déposer plainte. Si tu es d'accord, viens, on y va, je viens avec toi, et puis on y va. Et donc, on avait identifié un commissariat à Levallois-Perret. On nous avait dit que c'était à peu près safe. Donc là, encore une fois, on met des stratégies en œuvre pour s'assurer que la victime soit le mieux reçue possible. Et donc, on est allé. Et je m'en souviens, on est entré dans cette pièce, et en fait, les questions qu'elle a subies, en fait, c'était juste horrible. Et moi, j'étais sur une chaise un peu à part, et juste j'écoutais, j'étais un peu son soutien moral, sa grande sœur. Et à la base, j'étais pas censée m'exprimer, c'était juste pour la rassurer. Et en fait, il y a un moment où je suis intervenue dans l'audition parce que je pouvais plus supporter ce que j'entendais. Les questions, c'est est-ce que tu es vierge ? Oui ou non ? Réponds. Tu veux pas répondre, je vais te reposer la question. C'est est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels ? Si oui, combien ? Et en fait, il y a un moment, je suis intervenue et je lui ai dit, mais en fait, quel est le lien avec l'enquête ? En quoi est-ce que c'est pertinent pour votre enquête judiciaire ? Ce cas-là, on était en rendez-vous avec la gendarmerie numérique nationale ce matin. Donc on a vu comment ils enquêtent, comment ils fonctionnent, etc. C'est la première fois qu'on les a rencontrés ce matin. On leur a exposé ce cas, on leur a dit la problématique. Ils ont dit effectivement, ces policiers n'avaient pas le droit de poser ces questions-là à du coup Léa. Et en fait, il n'y avait rien de pertinent. Donc il y a un slut-shaming que l'on subit une fois qu'on est victime de diffusion non consentie de contenu intime. Donc tu es la pute du coin, en fait, et tout le monde le sait. Et ce slut-shaming, tu y fais face encore quand tu es face à la police, malheureusement. Voilà. Ils appellent ça le tableau de la Ken. Le tableau de la Ken ? C'est quoi ça ? Les mecs de l'équipe, ils font un championnat, mais où ils gagnent des points avec leurs histoires de meufs. Quoi ? Genre, ils chopent une meuf 5 points, ils s'en tapent une 15 points, etc. Attends, et Alex, il a fait ça ? Ouais, meuf. Mais non, mais c'est pas possible, ça lui ressemble pas. Mais il l'a fait, Alma. Et pour gagner des points, faut montrer des preuves. Quoi comme preuves ? Des messages, des photos. Attends, ouais, il leur avait montré mes nudes avant ? Mais tu te rappelles quand Lily, elle t'a sorti tous les détails là devant le lycée ? Ah, mais elle avait tout montré, même avant que ça tombe sur Snap. Exactement. Mais avec qui je suis sortie ? Non, mais dans un groupe, c'est pas les mêmes, les mecs. Même un gentil peut devenir méchant. Et ça sert à rien de chercher celui qui a pris le portable d'Alex. C'est toute une équipe de foot qui m'a affiché, en fait. Mais c'est un peu ça, le concept. C'est même pas parce que j'ai quitté Alex. Ils attendaient juste une excuse.
L'idée, c'était de montrer, déjà, on s'appuie sur un témoignage, et ensuite, ce côté boys club, en fait, qui sème la terreur, et cette masculinité ultra toxique qu'on peut retrouver dans certaines équipes. Donc oui, c'est réel. Tout à fait. Du coup, sur la question de l'éducation, ma foi, du coup, dans Stop Ficha, on a tout un volet sensibilisation aussi, donc à côté du plaidoyer pour parler du sujet. Et donc, nous, on intervient dès la primaire. On en a déjà fait en primaire, beaucoup en collège et en lycée aussi, et même, du coup, depuis quelques années aussi pour des professionnels de l'éducation, de l'animation, etc. Parce qu'en fait, il y a aussi comme un fossé générationnel dans les pratiques globalement, mais qui donne aussi le ton. Alors là, tout à l'heure, on mentionnait le commissariat, mais on mentionnait aussi rapidement la question des parents. Et en fait, globalement, les adultes, alors quand je dis adulte, je suis adulte aussi, mais en tout cas, la génération qui n'a pas grandi et fait son adolescence avec les réseaux sociaux, et notamment avec des formes de pratiques de cybersexualité et autres, en fait, ne comprennent pas dans leur propre expérience générationnelle comment on peut avoir une pratique totalement normalisée et qui peut être très consentante aussi, de sexto, de envoi de nude en tout bien, tout honneur, tout consentement. Et du coup, il y a ça aussi qui se joue sur la réaction des adultes, disons, qui du coup vont dire, éteins ton téléphone, ou au pire, enlève l'application, ou juste bloque la personne et puis c'est réglé, ça s'arrêtera là, pas tant. Et du coup, il y a tout ce fossé qui se cristallise. Et donc, nous, le parti pris qu'on a un peu depuis le début, c'est que d'habitude, sur ce genre de sujet, notamment, globalement, de vie affective et sexuelle, selon l'âge, tu vas voir différentes notions différemment. Alors que nous, en fait, on parle avec... on adapte notre discours. Mais par contre, la base est la même, que ce soit pour les adultes que pour les collégiens. Et du coup, ça fait sens pour combler ce fossé générationnel on revient sur les types de cyberviolence, sur les mécaniques. En effet, dans la réception, c'est plus les jeunes et personnes mineures de manière générale qui vont comprendre tout de suite quand on dit slapping ou d'autres formes de cyberviolence, et les parents, du coup, ou adultes en tout cas, qui vont du coup avoir besoin qu'on explique plus ce module-là, disons, de notre formation, alors que du coup, quand on va venir sur les solutions et autres, en fait, c'est que ça se croise et que notre base de transmission aussi de comment faire face à une cyberviolence et autres, en fait, tout fait sens pour n'importe quel type de public. Alors, comme je disais, on adapte après, notamment pour les professionnels de l'éducation, on agrémente de choses plus disons, précises. Mais en fait, on vient combler ce vide-là. Et reste la question, quand même beaucoup, qui touche à toute l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle, de faire se rendre concernés, disons, les garçons, parce que c'est quelque chose aussi qui est remonté par d'autres associations, le planning familial, les CIDFF et autres, qui interviennent sur les questions des VARS et qui font remonter que c'est encore difficile d'arriver à toucher les garçons dans les écoles notamment. Et donc cette question-là, on la réfléchit, on l'agrémente et on essaye aussi de passer par le jeu, par également mettre, disons, de la nuance dans ce qu'on vient de dire. Je m'explique, évidemment, les principales victimes, ce sont les jeunes femmes, mais c'est vrai qu'il y a aussi des dynamiques particulières chez les victimes garçons de pédocriminalité, où ça va pas être de la diffusion, mais plus porté sur le chantage et les menaces. Et donc, voilà, c'est des choses qui, simplement, rien qu'en les mentionnant dans les interventions, il y a un truc de t'as besoin de t'identifier, et du coup, c'est vrai que rien que donner un exemple où c'est un garçon qui est victime aussi, ça change un peu la réception petit à petit comme ça. Donc, on travaille sur divers formats de stands, de formation sur une journée et demie, de temps d'1 heure et demie, 1 heure, 45 minutes parfois. Voilà. On s'adapte sur ces questions. Vous pourriez presque leur faire écouter la fiction aussi. Non, mais vous rigolez, mais en fait, j'ai un comédien qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il l'avait écouté avec son fils de 14 ans et que ça lui avait permis d'en parler et d'aborder les choses comme c'était mis à distance et qu'il y avait une sorte de médiation par la fiction, en fait. Ça permet d'aborder les sujets de manière plus simple, moins problématique pour les parents. Donc, c'est intéressant. Et l'enjeu aussi, je trouve, c'était un peu l'enjeu du vocabulaire aussi. On s'est posé beaucoup de questions parce qu'on n'est pas très vieux, mais on est quand même plus vieux que
que les filles de Stop Ficha et que les lycéennes, en fait. On a 30 ans, 31, 32. C'est gentil. Et en fait, c'était hyper important et ça s'était vu quand je suis passée, quand on faisait le rec, où on disait, t'avais dit aux comédiennes de remettre dans leur bouche certaines expressions parce que Bonnie est plus jeune et donc l'idée c'était que la fiction ressemble pas à un projet d'adulte qui parle à des ados et qui va faire du yo-yo-yo comme on peut l'entendre dès qu'il s'agit de faire ça. Donc c'était assez marrant aussi de faire valider ça, de checker des expressions et de vraiment pour que ça touche une génération en particulier. Chanel, tu voulais rajouter ? Ouais, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'en entendant les extraits, je reconnais vachement ma façon de parler. En fait. Oui, t'inquiète. Ah bah oui. Et même ta voix, je trouve. Ouais, vraiment, c'est dingue. Franchement, ça me choque. Alma, est-ce que tu as dû rajeunir ton vocabulaire, ta voix ? Non, elle était au top. Est-ce que Non, ça a été vraiment à la lecture tout de suite. On s'est tous dit, parce que l'équipe est très jeune, on s'est tous dit. Franchement, chapeau, parce qu'on flippait un peu, on s'était dit, ils vont vouloir parler jeunes et tout, ça va être chaud. Et en fait, non, c'était super bien écrit, quoi. On avait aussi une grande liberté, où Sophie nous a toujours dit, s'il y a des moments où c'est un peu trop écrit, dites-le avec vos mots, mais la base était super. Il y avait Marion qui arrêtait pas de réécrire. Marion, elle dit, non, jamais je dis ça, moi jamais je dis ça comme ça, jamais de ma vie je dis ça comme ça. Ça peut pas être parfait. Voilà, il y avait une comédienne en particulier qui était, pour qui c'est, voilà, qui a un peu plus réécrit le texte que les autres. Mais après chaque entretien qu'on a fait, sur un petit bloc-notes, j'ai marqué plein d'expressions. T'as découvert plein de mots, quoi. T'as découvert plein d'expressions, plein de trucs. Ah bah ouais, donc, vraiment. J'ai pas non plus 75 ans, mais évidemment que même en 10 ans, il y a plein de trucs qui changent, et donc j'avais noté plein de trucs. C'est vrai, notamment chez toi, Chadley. Mais ce qui rend le truc un peu plus crédible. Et en même temps, le but, c'était quand même pas non plus de faire une parodie de comment on fait pour parler jeune. Non, surtout pas. Ça fait hyper naturel. C'est naturel, ouais. Désirez-vous dire un mot avant que je clôture l'audience ? Oui. Je voudrais dire que je regrette de ne pas avoir présenté mes excuses. Eh bien. Pardon ? Mais il ne suffit pas de le dire. Elle est à côté de vous. Faites-le. Oui, bah oui. Inès, excuse-moi. J'ai surréagi. Très souvent dans les salles d'audience, quand c'est des sujets liés aux cyberviolences, alors je parle de diffusion non consentie de contenu intime, mais aussi de cyberharcèlement ou de menaces en ligne, par exemple, c'est quasi systématique d'entendre ceux qui se retrouvent du côté des prévenus dire « je pensais pas que je me retrouverais là pour ça ». Et ça, c'est quand même important et grave. Moi, je suis assez convaincue que, et c'est tout l'enjeu de la sensibilisation, d'aller dans les écoles, de parler de fiction comme celle-ci, je suis assez convaincue, en tout cas j'espère, que si davantage de personnes, et en l'occurrence d'hommes, parce que la plupart des auteurs sont des hommes, avaient conscience qu'en commettant ces faits-là, ils se rendent coupables d'infractions pénales qui peuvent, et qui devraient plus régulièrement d'ailleurs, les conduire devant un tribunal et qu'ils risquent des peines d'amende et des peines de prison, je suis assez convaincue que ces faits seraient moins commis. Parce qu'en réalité, il y a ce sentiment d'impunité qui perdure, qui est quelque chose contre lequel on tente de lutter, mais la route est encore très longue et c'est déterminant. Parce qu'en fait, une fois que les images sont diffusées, et j'aimerais revenir sur ce que Chanel disait tout à l'heure, une fois que les images sont diffusées, c'est très difficile de réparer complètement la victime. En fait, je vais même dire que c'est impossible et j'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça parce que la réalité, quand même, c'est ça, c'est qu'en fait, ces personnes vont vivre toute leur vie avec la crainte de revoir ces images diffusées. Parce qu'une fois qu'on a diffusé des images, même si elles ont été vues, que par 10 personnes sur un groupe de lycée, comme ça peut arriver, eh bien, potentiellement, chacune de ces 10 personnes conservera pendant des années et des années ces photos. Et tout à l'heure, Chanel disait qu'il y avait potentiellement aussi un préjudice économique. Et moi, je vais même donner un exemple. Imaginez, vous avez été victime de ça, jeune, adolescent. Et plus tard, vous auriez bien aimé avoir une carrière publique. Vous auriez bien aimé être journaliste, travailler chez France Culture, vous auriez bien aimé peut-être faire de la politique. Eh bien, peut-être que vous n'oserez pas, parce que toute votre vie, vous aurez peur que ces images ressortent au pire moment. Donc, en fait, je veux juste donner cet exemple pour vous dire à quel point, une fois que ces faits sont commis, eh bien, le préjudice, il dure toute la vie. Et à quel point j'aimerais, et je regrette, que les juridictions ne leur réparent pas davantage ce préjudice, parce qu'évidemment, alors, c'est pris de plus en plus au sérieux par les magistrats, mais
les magistrats, oui, alors ils n'ont pas, eux non plus, exactement l'âge des victimes qu'on accompagne ou des lycéennes, et ils ont moins conscience encore du préjudice qui est causé par les cyberviolences sexistes et sexuelles. Et pour autant, c'est un préjudice gravissime qui nécessiterait qu'on investisse beaucoup plus de moyens publics, du budget, dans Pharos, dans, je l'espère un jour, une instance indépendante qui aura pour vocation d'aider vraiment à la suppression des contenus. Bref, qu'on aide davantage celles et ceux qui sont victimes de ces faits-là, parce que oui, c'est une situation qui est très difficile, et oui, encore, cette charge repose trop sur leurs épaules à elles, malheureusement. Dans les reportages qu'on a écoutés, parce qu'on a essayé de charger, au moment du générique, il y a tout un tas de mots, de phrases, de vraies choses, de documentaires en fait, qui se mélangent et qui sont entendus et qui donnent des informations. En écoutant ça, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas possible d'effacer, d'être sûr d'avoir effacé complètement toutes les traces. Mais c'est fou. Enfin, c'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un, même si c'est un compte Snap qui va s'effacer, qui va disparaître, il suffit que quelqu'un ait fait une capture d'écran et il peut garder et repropager la chose. Et en fait, il y a une des victimes qui a été jusqu'au tribunal, dont l'ex-compagnon a été condamné à une amende, en fait, pas de la prison mais une amende, et cette amende a servi à aider à payer quelqu'un pour nettoyer le net de cette image qui circulait, ou de ces images qui circulaient. Et ça coûtait 25 000 €. C'est ouf. Vous vous rendez compte ? 25 000 € pour faire disparaître 3 trucs qui circulaient, et il n'était pas sûr que ce soit complètement nettoyé. Mais voilà, il avait fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Donc moi, ça, c'est des choses que j'ai, en creusant le sujet, parce que quand on réalise un texte sur un sujet comme ça, ou sur un autre sujet, mais quand même là, vraiment, en particulier sur un sujet comme ça, on s'informe beaucoup, on lit, et puis on écoute, et on découvre des choses un peu terrifiantes. Et simplement, peut-être, pour ajouter une petite note d'espoir, parce que, bon, quand même, écoutez, il y a quand même des choses qui se créent et qui permettent d'avoir davantage d'espoir pour l'avenir, parce qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut pas garantir que ces images ne soient pas rediffusées. Mais il y a une part du problème qui vient de la technologie, mais peut-être qu'une part de la solution viendra aussi de la technologie. Je sais que différentes personnes travaillent sur des textes, sur des IA qui vont permettre de repérer les contenus une fois qu'on les a enregistrés et de s'assurer qu'ils soient systématiquement resupprimés ou de prévenir leur publication. Alors c'est pas effectif suffisamment aujourd'hui, mais peut-être que ça le sera demain. Toujours sur une note d'espoir, il y a le fait qu'aujourd'hui, quand même, les commissariats, les gendarmes, les policiers sont mieux formés à ces faits-là. Vous serez mieux reçus probablement aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Pareil, devant les juridictions, dans les salles d'audience, les magistrats sont plus sensibilisés parce qu'en fait, tout simplement, tous ces gens-là, les policiers, les gendarmes, les juges, les avocats, bref, font partie de la société. Plus on en parle dans les médias, plus on a sensibilisé la société tout entière, et notamment ces acteurs-là. Donc, c'est mieux qu'avant. Pour continuer sur la note d'espoir, je dirais qu'aussi, il y a 5 ans, genre là, les meufs de Stop Chat, là, si on step back et on revient 5 ans en arrière, en fait, à l'époque, il y avait des infractions qui n'étaient même pas répréhensibles par la loi. Tu avais des outils qu'on a aujourd'hui comme Disrupt, donc c'est des technologies qui permettent la suppression de contenu intime, genre systématique, qui existent aujourd'hui mais qui n'existaient pas il y a 5 ans. En fait, il y a plus de modération aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Genre, on regarde, grâce au Digital Services Act, qui est une loi européenne, les plateformes ont été obligées de renforcer leur nombre de modérateurs humains. Enfin, il y a plein de changements comme ça qui se mettent en place. Et donc, en fait, il y a 5 ans, on s'est réunis parce que précisément, il n'y avait aucun outil pour nous aider. Donc, on a créé nos propres outils, genre les raids numériques, ou genre juste se retrouver, en fait, et essayer de soutenir nos sœurs, nos adelphes, etc. Et donc, aujourd'hui, quand on fait un état des lieux de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, en fait, on revient quand même de très très loin. Et des fois, on a du mal, parce qu'on a tellement la tête dans le guidon, on a du mal un peu à réaliser ces petites victoires, mais en tout cas, on revient de très loin. Donc, il y a de l'espoir, et il y a mieux qui doit être fait, et on doit continuer de lutter. Mais en tout cas, je pense qu'on est sur une petite bonne voie. En fait, à Bobigny, l'année dernière, on a eu une affaire bizarre. Une rumeur disait que les Roms enlevaient des enfants. Je me souviens, oui. Et j'ai vu les Roms se faire lyncher alors que c'était n'importe quoi. Il n'y a pas eu de mort, mais c'est un miracle. Et tout ça, ça venait d'une rumeur sur Snap. Je crois que ce qui se passe en ligne, c'est ce qui se passe en vrai. Il n'y a pas de différence entre le virtuel et le réel. C'est ça que tu apprends ici.
Bienvenue à bord, Raphaël. On a déjà rencontré Pharos, notre relation avait très mal commencé, puisqu'ils acceptaient pas nos signalements. Ils avaient fini par mettre une mention arrêtez de trop signaler les comptes. Ce lien a été beaucoup trop signalé, donc on n'accepte plus de signalements. Donc on est parti là-dessus et bon, voilà, on a déjà eu l'occasion de les rencontrer, de pouvoir discuter de ces sujets-là. On a une convention avec eux, mais ça a été un sacré bras de fer, parce que à la base, tu vois, des petites meufs jeunes qui ont 20 ans, clairement, t'en as un peu rien à foutre. Et en fait, du coup, il fallait vraiment travailler notre crédibilité. Genre, je sais pas si on se rend compte que là, en fait, on est dans le combat contre les violences sexistes et sexuelles, qui est déjà genre une montagne énorme, mais en plus, c'est dans le milieu de la tech. Genre, c'est le double chaos, en fait. Et donc, on fait face à des hommes, tu vois, qui travaillent dans Pharos. Et donc, toi, t'es là, tu débarques dans les mêmes espaces qu'eux. Et tu dois négocier des partenariats avec eux. Donc on a finalement une convention avec eux pour qu'on ait un lien, un canal de signalement privilégié. Maintenant, le souci, c'est qu'à Pharos, ils sont genre, je sais pas, vous me direz, mais ils sont genre 40 agents pour l'ensemble du territoire national. Vous me direz si c'est assez. J'ai fait le calcul récemment, je crois qu'ils reçoivent 3000 signalements par mois. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais en tout cas, les mecs sont carrément sous-staffés. Et en plus de ça, on a découvert assez récemment que l'intégralité de nos signalements était classée sans suite. Donc à partir de là, c'est un petit peu compliqué. La collaboration avec Pharos, c'est un petit peu compliqué. On est très content d'avoir ce partenariat avec eux, mais en fait, il faut augmenter les effectifs de manière urgente, et pas que Pharos, mais aussi la gendarmerie numérique, OFMIN, qui est l'Office des mineurs, qui travaille aussi sur les infractions en ligne. Là, il y a une urgence à augmenter les effectifs de police et gendarmerie numérique. Oui, il y a quand même un gros problème de sous-effectif. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, les agents qui travaillent à Pharos, ils vont un peu hiérarchiser parce qu'ils n'ont pas trop le choix, les enquêtes, et donc ils vont d'abord se concentrer sur la pédocriminalité. Ils disent la pédo et le terreau d'ailleurs. Et donc en fait, le fait que des jeunes femmes soient victimes de cybersexisme, ça leur passe un peu au-dessus, mais le fait est, ils sont pas du tout assez nombreux, et puis surtout, nous on y allait avec Romain, on a été reçus, et c'est quand même... oui, il y a un décalage immense entre les violences sur le numérique et ces effectifs, ces bureaux qui sont cheapissimes. Il n'y a pas de moyens du tout pour ce problème-là. Donc, c'est assez hallucinant, le contraste. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette séquence. Je voudrais remercier encore une fois très très fort Laura Pereira Diogo, s'il vous plaît, Romain Weber, Constance Villanova, Sophie Picon, Bonnie Charles et Shanley Clément McLaren. Merci beaucoup à vous. C'était la deuxième soirée avec Vue. Évidemment, si vous avez d'autres questions, on va pouvoir en parler ensemble tout de suite. Merci beaucoup d'être venus. Et puis à très bientôt. Et écoutez Affiche ton ex, bien évidemment, sur France Culture et sur l'application Radio France. Merci beaucoup à vous.